Parti. Alors, bonjour à tous et à toutes, enfin rebonjour. Donc, merci à tous d'être présents pour ce webinaire sur les 5 tips pour se lancer en photogrammétrie et thermographie. Donc, je vais commencer par me présenter et puis Samuel se présentera et puis on ira dans le vif du sujet. Je représente l'entreprise Flying Guy, qui est une société à part entière de vente de drones, d'accessoires, de recherche et de développement, de lutte anti-drone et aussi une école de formation. Donc moi, pour ma part, je m'occupe du centre de formation. Je suis la responsable du centre de formation, qui a été créé en 2012 par Alexandre Thomas. J'ai rejoint l'équipe, moi, en 2020. Donc depuis que j'ai rejoint l'équipe, on a formé plus de 200 télépilotes par an. On a fait plus de 11 000 heures de formation et on a 97% de satisfaction pour l'ensemble des formations que l'on propose. Je manage une équipe de formateurs de 15 personnes qui sont tous à leur propre compte, c'est-à-dire qu'ils ont leur société de prestation de services ou qui sont que formateurs. Et en interne, on est 2 à temps plein et une personne en alternance qui s'occupe des réseaux sociaux. Samuel, ici présent, qui est avec moi, qui est notre spécialiste sur la partie photogrammétrie, thermographie, qui est avant tout télépilote de drone, qui va se présenter, mais qui nous a rejoint en début d'année, avec qui ça fait un petit moment qu'on est en contact, mais on a sauté le pas en début d'année, on est partenaire. Et Samuel propose aussi des prestations de services. Donc, je vais le laisser parler. Pour se présenter, ça sera mieux que si c'est moi qui vous le présente. Eh bien, merci Stéphanie. Bonjour à tous de nous avoir rejoints. Très honoré qu'il y ait quand même une centaine de participants, donc amateurs comme professionnels, pour la découverte, pour de la complémentarité, rentrer plus dans le vif du sujet. Je suis prestataire de services par drone aérien et drone subaquatique. Je fais aussi de la formation thermique et photogrammétrie pour Flying Guy en particulier. Et puis là, pendant ce petit webinaire, on va dégrossir la thermographie par drone et la photogrammétrie. Donc, c'est deux termes qui reviennent de plus en plus parce que télépilote de drone, on prend des prises de vue, donc beaucoup dans l'événementiel, la photographie, l'inspection. Mais là, on va rentrer vraiment dans des détails. C'est vraiment un domaine qui est destiné à des professionnels ou même des personnes qui veulent se lancer dedans dans le domaine vraiment technique. C'est ça. On va commencer par vous présenter la thermographie, pardon. On va faire un petit laïus là-dessus. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la thermo. Et après, on vous présentera la photogrammétrie. Donc, ne soyez pas étonnés, on a volontairement séparé les 2 thématiques et on abordera effectivement le marché, les drones, les caméras, les domaines d'application, etc. Vous avez là le sommaire. Et puis, Samuel, je te laisse commencer. On va prendre la main. Donc, bien sûr, ce n'est pas un cours magistral. On va présenter une généralité sur les 2 thèmes, thermographie et photogrammétrie. Donc, bien sûr, l'outil drone aujourd'hui est devenu un outil où de nombreuses professions l'utilisent, notamment dans le bâtiment, l'industrie, qui est devenu de plus en plus performant, des capteurs qui vont au-delà de nos espérances, qui nous facilitent le quotidien. Donc, on va voir dans un premier temps la présentation sur la thermographie, une généralité pour savoir ce que ça veut dire la thermographie, d'accord? Parce que beaucoup de gens confondent entre la caméra infrarouge et la caméra thermique. Donc, un petit laïus vite fait. La caméra infrarouge, d'accord, on va produire des images de rayonnement thermique, d'accord? Normalement, tout corps à une émission, on va dire, dans un spectre où on va émettre des rayons électromagnétiques et chaque corps a ses propriétés plus ou moins, on va dire, émissives. Il va plus ou moins rendre ce rayonnement perceptible sur une échelle. Et la caméra thermique, généralement, c'est ce qu'on va utiliser la plupart du temps avec nos drones. Donc, on va avoir des notions dans un autre spectre, une autre longueur d'onde, où on va avoir un petit panel de couleurs qui va nous permettre d'avoir des zones où on va pouvoir déterminer des températures, contrairement à une caméra infrarouge où c'est juste, on va dire,
si je peux le dire, un halo, un spectre qui est moins définissable par des valeurs. Ouais, du coup, là, sur les deux images, c'est bien représentatif, hein. La première, c'est vraiment sur la caméra infrarouge. Et puis la seconde, ici, là, que vous voyez, c'est la partie thermique. Donc, bien sûr, aujourd'hui, l'utilisation de la caméra thermique par drone est utilisée par de nombreux artisans, de nombreuses sociétés, de nombreux cabinets de recherche et développement. Donc, il existe toujours ce qu'on appelle avec les thermiciens, vraiment les spécialistes de la thermographie qui utilisent en complément des caméras, les caméras au point où on peut avoir aussi des surfaces de contact pour mesurer des températures. Là, ici, avec l'utilisation du drone, avec des caméras thermiques, ça nous permet de prendre de la hauteur, des distances et on peut avoir des plus grandes surfaces à mesurer pour avoir vraiment un panel complet des zones avec ces différentes valeurs de température qu'on peut relever. Comme je vous le disais, il y a plusieurs applications qui sont variées. Donc, on va voir l'industrie pétrochimique qu'on peut retrouver en bas sur différentes cuves, des échanges de chaleur qui permettent aux ingénieurs sur place de contrôler leurs installations, mais aussi tout ce qui est études biologiques et géologiques. Donc, en fonction des terrains, en fonction des saisons, on peut aussi faire du repérage d'animaux sauvages, du comptage, comme on dit. Généralement, tout ce qui est les sociétés comme l'Office national des forêts l'utilisent dans les grands parcs en fonction des migrations. On peut aussi l'utiliser dans plein de domaines encore comme les inspections d'installations électriques, comme je vous disais, de plus en plus utilisées, notamment sur les champs d'éoliennes en mer, qui sont des fois difficilement accessibles. Donc, les techniciens utilisent le drone pour vraiment monter, prendre de la hauteur sur les éoliennes pour voir ces échanges thermiques. Parce que bien sûr, comme il y a de l'électricité qui passe, il y a des conducteurs. Donc, il y a qui dit électricité qui passe dans un conducteur, donc il y a un transfert de température, il y a un échauffement qui se fait. Et ce qui permet, en fonction des grilles de calibrage pour les températures qu'ils ont programmées, de déterminer un endroit où ça peut être défaillant, où il y a un risque, où ils se retrouvent dans des plages. Donc, la plupart du temps, c'est même des endroits dangereux, hein, d'accord, des grands domaines. On a aussi tout ce qui est les inspections des fermes photovoltaïques, que dans notre secteur, notre paysage au quotidien, on en voit de plus en plus. Donc, le contrôle de panneaux solaires. Bon, il faut savoir juste une petite aparté que ce n'est pas la peine de s'engager si vous avez des prestations sur des fermes de panneaux voltaïques qui sont inférieures à 3 ans. Généralement, les panneaux photovoltaïques, ils commencent à avoir des petites faiblesses à partir de la 3e à 4e année. C'est des petites cellules qui meurent, mais ça n'empêche pas le dysfonctionnement de l'ensemble. Donc, c'est vrai que ça permet aussi, au lieu de les faire un par un à la main, avec le drone, on permet de couvrir de plus grandes surfaces et puis d'avoir des rapports complets. Donc, j'ai vu tout à l'heure, il y avait une petite question aussi concernant les logiciels. La thermographie, la plupart du temps, on va dire sur le marché, on va dire mondial, il y a la société FLIR, pour ne pas citer son nom, qui ont des logiciels avec des applications qui permettent d'avoir des rapports d'expertise qui sont dedans. Bien sûr, après, c'est l'interprétation des résultats qui fait qu'on va pouvoir donner ce rapport à un donneur d'ordre ou un client, quelque chose qui nous a… Parce qu'après, prendre des valeurs, en fonction de plein de paramètres environnementaux, on ne fait pas de la thermographie pour rechercher, pardonnez-moi l'expression, des sangliers ou des cerfs. D'accord. Donc, ça fait partie du programme de formation en thermographie où on rentre vraiment dans le détail et on donne tous les petits outils pour avoir les meilleures captations. Parfait. Une petite aparté sur l'agriculture de précision, c'est vrai qu'on parle aussi, ça fera l'objet, je pense, peut-être d'un autre domaine qui devient de plus en plus important, le multispectral. D'accord. On est quasiment dans la même longueur d'onde que la thermographie par rapport aux longueurs d'onde, mais c'est plus ciblé pour l'agriculture. Donc, ça nous permet d'avoir
des indices de vigueur des plantes, des taux d'enherbement entre, par exemple, sur des parcelles de vignes, comme dans la région, ou même dans certaines de vos régions. Donc, c'est vraiment réservé plus à des ingénieurs agronomes qui souhaitent performer dans l'utilisation de leurs coûts et leurs moyens pour traiter leur culture. Alors, on a des petites questions déjà. Pardon Oui. d'interrompre. Alors, on a Yovalron qui nous demande un parallèle à faire en cas de recherche de personnes en gendarmerie. Ou est-ce que cette institution a ses propres méthodes? Est-ce qu'on passe par la thermographie ou pas du tout? Bien sûr. Alors, la gendarmerie, ce qu'on appelle les FSI, les forces de sécurité intérieure, police, police municipale, gendarmerie, bon, bien sûr armée, les pompiers, sécurité civile, utilisent des drones avec des caméras thermiques pour faire de la recherche sur certaines zones qui, des fois, sont inaccessibles ou s'ils devaient, on va dire, envoyer quelqu'un, envoyer des équipes sur zone pour contrôler, ça mettrait trop de délai. Donc, oui, ils utilisent et ils ont leur propre. Alors, ils se font former dans des centres. Je crois que chez Flying Eyes, il y a eu des unités de gendarmerie qui sont venues se former justement à la thermographie et aussi, bon, bien sûr, sur le CATT. Donc, ils ont pris le complet, donc c'était super. Et eux, ils l'utilisent au quotidien. On va dire que c'est plus pratique pour eux, étant donné qu'ils n'ont pas besoin autant de faire de demandes que nous, en tant que télépilotes privés, pour utiliser leur drone. On vous a mis justement la diapositive sur les applications de sécurité pour que vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, on a fait, Samuel a fait quelques images pour vous donner un peu des indications. Et ensuite, on a une question qui est un peu reliée de Guillaume qui nous demande pour le Search and Rescue, quelles sont les caméras utilisées? Je pense qu'on le verra plus tard, mais comme on est dans le thème. Matériel, alors c'est comme tout, c'est le budget qui parle avant, le porte-monnaie. Les caméras thermiques aujourd'hui sont très performantes sur les drones, même sur des modèles, on va dire, pas forcément volumineux en taille de drone. Il y a le Mavic 3 qui est sorti dernièrement avec la caméra thermique. C'est vraiment une belle bête de compétition. On vous a fait des petits comparatifs justement des différents matériels et différentes caméras. Donc, on va y venir. On y arrive. Regardez, on défile. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? N'hésitez pas. Alors, il y a d'autres questions, mais alors c'est Jean-Luc et Michel qui nous ont posé des questions. Ah, Michel, je suis bien. Bonjour, Michel. On y répond juste après parce que je sais que c'est des thèmes qu'on va aborder. Donc, je poserai vos questions quand on arrive dans les thèmes. D'accord? Je ne les oublie pas, elles sont devant, je les note. Mais je les pose au bon moment. OK. Donc, on avance. OK. La thermographie sur les bâtiments, qu'on va dire aujourd'hui est à 80%, on va dire, ressort dans l'utilisation de la thermographie. Bien sûr, en ville, sur les anciens logements, tout ce qui est rénovation de bâtiments. Donc, la plupart des cabinets d'architectes ou des cabinets d'ingénieurs utilisent cette technologie pour leur permettre de chiffrer, d'avoir des coûts sur, par exemple, une isolation sur une façade de bâtiment, etc., etc. Même le particulier peut faire appel à un thermicien, à une personne, pour justement faire quelques prises de vue. Il a fait changer son isolation ou, on va dire, ses huisseries, et pour savoir si, en fin de compte, le travail a été bien fait. C'est un moyen de contrôle, d'accord? Ce n'est pas un moyen pour sanctionner l'entreprise ou quoi que ce soit, mais c'est un moyen de contrôle pour savoir si on rentre vraiment ce qu'il a fait est vraiment bien. Je vais vous donner un petit exemple qui s'est passé. En fait, on a eu le contact d'un agent immobilier qui mettait en vente des maisons et qui avait besoin de se former sur le drone. Donc, il a fait sa formation théorie plus pratique et il est allé dans la thermographie parce qu'une des choses qu'on lui demandait, c'était d'aller inspecter le toit des maisons et de repérer les perditions de chaleur sur les tuiles, par exemple, pour vérifier si tout allait bien ou s'il y avait un besoin d'avoir des travaux à prévoir.
Et donc, effectivement, cet agent immobilier est venu se former chez nous sur le cursus complet. Et maintenant, il utilise, bon, alors il est toujours dans l'immobilier, mais il utilise, on va dire, peut-être pas quotidiennement, mais au moins une fois par semaine, son drone pour aller vérifier et faire de l'inspection de toiture et vérifier que tout est OK pour les propriétaires qui mettent en vente leur maison et pour prévenir un peu des travaux. Donc là, typiquement, ça s'adresse aussi aux particuliers. Bien sûr. Pour rebondir sur ce que disait Samuel. On a aussi un petit peu plus, on va dire, toujours dans ce domaine de thermographie, sur les canalisations d'eau. C'est vrai qu'on n'y pense pas, on pense uniquement matériaux durs, bâtiments, des centrales, des cuves. On parle aussi sur des inspections, ben, on va dire, des canalisations d'eau, sur des centrales, sur aussi de la chaufferie dans les villes, les communes, différentes communes qui alimentent, on va dire, les espaces publics où ils accueillent la population. Donc là, on a un petit exemple. Ben, c'est de l'eau chaude qui est transportée pour faire du chauffage sur un gymnase. Et c'est à l'extérieur, donc c'est en hauteur, ce n'est pas forcément accessible. Donc après, c'est des moyens, on va dire, logistiques qui doivent être mis en place. Donc, un peu plus de sécurité déjà pour l'humain, location de nacelle, etc. Je passe les coûts. Là, avec le drone, le télépilote au sol ben, permet de couvrir toutes ces zones sans s'engager, mais aussi d'avoir de très bons résultats, puisque en fonction de ce qu'il a repris, on lui a demandé de relever sur cette canalisation une certaine température, voir s'il n'y a pas de déperdition, parce qu'avec le temps aussi, ben, tout ce qui est isolation, ben, ça a une durée de vie, ça s'use, c'est comme tout, hein, ça prend les intempéries. Et ben, ça permet aussi de faire de la réparation ciblée, plus chirurgicale, au lieu de vraiment changer toute une zone. C'est un gain de coût aussi pour les entreprises et les institutions. Donc là, un petit condensé des avantages et des inconvénients pour reprendre un petit peu ce que j'ai dit depuis le début. Donc, c'est vrai qu'avec le drone, on est d'accord, c'est un moyen de captation qui est rapide. Il n'y a pas besoin de contact, de mettre des sondes collées sur les différents endroits, d'attendre d'avoir les mesures. Là, une élévation avec le drone, c'est directement. L'utilisation de jour comme de nuit. Alors, de nuit, attention, on n'oublie pas dans la réglementation, hein, une petite demande à la préfecture qui va bien en fonction de sa zone de géographie, de vol. Et puis, les hauteurs, pas plus de 50 mètres et inférieures à moins de 8 kg. Donc, attention aux drones aussi, si vous prenez des grosses machines avec des grosses caméras qui permettent de faire du travail très technique. Attention au poids aussi. C'est important aussi à prendre en compte dans la captation. Une bonne captation des rayons incidents, d'accord. Donc, en fonction, tout ça, ça se voit dans la formation thermographie. On vous apprend comment prendre une bonne photo en thermographie. Parce que ça, on ne prend pas comme ça de but en blanc. On a à peu près un échange, on voit à peu près, mais ce n'est pas ce qui émane vraiment. Comme je vous disais, ça permet de s'élever sur des hauteurs de bâtiments où des fois les accessibilités sont très difficiles. Le facteur humain, on va dire, à part le télépilote qui va faire sa zone de sécurité, après la zone de protection des tiers, il peut rester longtemps, on va dire, il n'y a pas de souci. On va pouvoir saisir l'image des fenêtres et des murs sur des grandes hauteurs, par exemple des façades de bâtiments, des immeubles en ville sur 10-15 étages. On peut vraiment faire ces façades parce qu'après, le thermicien qui était à pied avec sa caméra au point, il ne pouvait pas aller sur tous les endroits en extérieur. Généralement, c'est l'extérieur de façade qui intéresse les agents immobiliers, tout ce qui est rénovation du bâtiment, etc. C'est un relevé qui se fait rapide. Il y a des logiciels qui sont vendus avec les caméras, des applications. Alors, elles ne sont pas tous gratuites. La plupart, c'est payant, c'est normal, puisque derrière, il va arriver un rapport technique. Ouais, on va en parler juste voilà. après. C'est adapté aux grandes surfaces, comme je vous ai dit. Tout à l'heure, on a vu l'exemple des fermes photovoltaïques. On peut avoir des champs de 10-15 hectares. Le drone, en fin de compte, en planification de vol, il vous permettra d'avoir tout l'ensemble de la surface sans vous déplacer.
Il va vous détecter les éventuelles malfaçons de vos installations, aussi bien dans le neuf que dans la rénovation, même des fuites d'eau, par exemple sur le toit, comme l'a très bien dit Stéphanie tout à l'heure, les tuiles ou la toiture qui est fissurée, ben, en fin de compte, on arrive avec la thermographie par drone à déterminer la zone d'endroit où il y a une fissure sur la toiture, etc. Et puis, bien sûr, bon, ben, l'examen communauté, l'examen des réseaux installés est possible sans intrusion et au cours de leur fonctionnement normal. C'est-à-dire qu'on ne va pas arrêter, par exemple, une centrale électrique, les gros groupes, parce qu'il y a une personne qui va entrer dedans pour mesurer des températures. Là, à l'écart avec le drone, on est quand même en sécurité et ça nous permet d'avoir exactement le même résultat que si le thermicien ou le technicien allait directement sur place avec ses moyens au sol. Bien sûr, les avantages, mais il y a aussi quelques petits inconvénients. On ne s'improvise pas thermicien, on va dire, ou comme ça. Il faut quand même avoir des notions. Donc, la formation est importante. Ça permet d'avoir un bon panel, j'avoue. En plus, c'est une formation courte, elle ne dure que 3 jours. Donc, pourquoi s'en priver? Voilà, ça vous permet d'avoir déjà un bon bagage technique, de faire de la prise en main pratique sur des exercices concrets et de vous faire une idée et de pouvoir après, en fin de compte, il y a eu un transfert de compétences et de vous permet d'évoluer pour vous lancer dans ce domaine. D'ailleurs, à ce sujet, on a une question sur le temps de formation. Pour une formation, il est donné 3 jours la plupart du temps. Peut-on dire que c'est réellement suffisant? Demande David. Alors, sur notre formation à nous, vous avez un package complet qui comprend de l'e-learning et du présentiel. Donc, vous avez environ une dizaine de jours en e-learning à la maison où on va vous donner toute la partie théorie de la pratique, c'est-à-dire on va vous expliquer qu'est-ce que la thermographie, comment est-ce qu'on s'en sert, les réglementations, etc., les préparations machines, les préparations missions. Ça, c'est la partie e-learning. Et ensuite, vous avez 3 jours de terrain pratique où vous êtes en immersion complète avec un formateur. Il faut savoir que chez nous, les formations, elles sont limitées à 2 personnes. Donc, vous avez un temps de vol qui est largement supérieur à la moyenne du marché parce que vous allez voler en moyenne entre 15 et 20 heures chacun, parce que vous serez 2 avec un formateur. Après, Samuel, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que 3 jours pour toi, ça te paraît bien ou pas assez? 3 jours, c'est un bon, étant donné qu'il y a 10 jours avant où il y a de la théorie. Bien sûr, dans la pratique, avant de commencer, bien sûr, il y a toujours cet échange, on revient dessus. Est-ce qu'il y a des points noirs ou un petit peu difficiles? Après, il faut connaître ses machines. Donc, une fois qu'on connaît les réglages de ses propres machines, les 3 jours suffisent amplement pour pouvoir déjà dégrossir et avoir à 90% un bon rendu sur ce qu'est la formation de la thermographie. Le restant, les 10%, on va dire que c'est personnel, c'est en fonction de la personne qui mettra un petit peu de délai en fonction de ses réflexions. Et puis, c'est aussi en fonction des opportunités voilà, qui vont se présenter. Est-ce qu'on a répondu à la question? Ok, parfait. Merci. Merci. Donc, on continue toujours sur les inconvénients. Donc, bien sûr, là, j'ai dégrossi un petit peu. Donc, bien sûr, avec le drone, on ne peut pas mesurer à grande distance. Quand on fera de la thermographie sur un bâtiment, on sera entre 5 et 10 mètres des façades. Et pareil, on va dire un survol un petit peu, par exemple, les fermes photovoltaïques, entre pareil, 5 à 10 mètres maximum. On évite d'être trop haut parce qu'après, bien sûr, on va avoir de la perte dans notre rayonnement. Enfin, on va dire, chaque corps va émettre un rayonnement électromagnétique et en fin de compte, avec la distance, il va y avoir un peu d'atténuation et on n'aura pas forcément les bonnes valeurs. Bien sûr, il y a des conditions climatiques à respecter, hein. On évite les mesures partant de pluie ou de brouillard, qui sont des bruits extérieurs des parasites qui vont venir perturber notre captation en thermique. Pas de mesure sur des vitrages, bien sûr, hein, le verre, ça va faire des reflets, on n'aura pas de retour de notre signal, ça fera des grosses taches. Et ce qui est important aussi quand on se lance vraiment dans la thermographie, c'est d'avoir des outils complémentaires. Par exemple, il faut des thermomètres extérieurs, des hygromètres, des moyens de calcul qui vont permettre, des données supplémentaires qui vont nous permettre de vraiment avoir un rapport complet dans l'environnement dans lequel on a pris cette captation en thermique. Et bien sûr,
il faut au moins la règle de base. Bien sûr, des fois, on ne peut pas forcément respecter. Donc, il y a des périodes où on ne fait pas de la thermographie, on va dire, à l'année. Il faut au moins 10 degrés d'écart entre l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment pour vraiment D'a- avoir un contraste. D'ailleurs, lié à à ce que tu viens de dire, Samuel, Ivana nous dit, on m'a dit que les relevés thermaux devaient se faire de nuit et uniquement en hiver. Est-ce vraiment le cas? Alors, pas forcément de nuit, mais la plupart du temps, le mieux, c'est l'hiver parce qu'on aura vraiment un contraste entre les déperditions qui vont se créer et chaque matériau, on évite de faire, c'est soit le matin, soit en fin d'après-midi, parce qu'évidemment, le corps en lui-même, chaque matériau il y a une capacité d'émission de champs électromagnétiques. Et bien sûr, si on le chauffe, qu'il a pris le soleil toute la journée, on n'aura pas vraiment les bonnes valeurs de ce matériau. Donc, des fois, ça peut fausser des rapports sur certaines données. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou est-ce qu'on peut aller Oui, il y en a. Ou on passe comment... Non, 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 il y a des questions. Alors, il y a une question pour les vitrages. Les essais comparatifs avec et sans scotch à émission connue donnent des résultats assez proches pour dire de ne pas mesurer les vitres. Alors, moi, je ne suis pas certaine de l'avoir comprise, mais ce n'est pas mon corps de métier. Est-ce que vous comprenez la question ou pas? Alors moi, non, mais peut-être que Samuel a compris du coup. Oui. Oui. Alors, sur les vitres, on colle des espèces. Maintenant, c'est des films pour permettre, quand on fait des relevés thermiques, que ça ne perturbe pas, on va dire, l'ensemble des façades et des constructions. Euh, je dirais, ça existe, c'est bien. Maintenant, voilà, c'est plus de mise en place. C'est un coût aussi, il faut l'avouer, bien que ça se démocratise de plus en plus. Mais ouais, généralement, on évite après, quand on fait de la thermographie, de prendre sur des grandes baies vitrées directement, quoi, sur tout ce qui est ouverture. Ensuite, on a Jérôme qui nous dit quels sont les autres débouchés du thermique afin de pouvoir avoir une activité toute l'année et non limitée à l'hiver. Alors ça, c'est en fonction de la demande. Voilà. J'étais avec une autre compétence comme la photogrammétrie, le lidar ou autre chose derrière qui permettrait de compléter son activité, je pense, sur l'année. Bien sûr, et puis s'ouvrir à différents secteurs, quoi. Comme on vous l'a présenté tout à l'heure, il y a l'immobilier, par exemple, qui est très recherché aussi, hein, en ce moment. Ça fait partie maintenant on va dire, bientôt du bilan énergétique où on va être obligé, et chaque agent immobilier ou agence demandera à plus en plus de télépilotes de drones de faire de la thermie pour vraiment avoir des rapports. Ensuite, on a du coup par rapport à la réponse précédente, Jean-Christophe et Eric qui demandent si c'est les panneaux solaires sont aussi inspectés en hiver ou plutôt en été du coup. Hiver, généralement vers l'automne, euh, les températures sont encore bonnes. On arrive alors, s'il fait pas, ça dépend de la région où on habite, hein. J'avoue, ici, dans le sud de la France, l'idéal, c'est de faire l'hiver avec des conditions d'ensoleillement qui sont quand même bonnes. Alors, pas trop chaud non plus. Et bien sûr, quand on prend des panneaux, on fait de l'inspection thermique, bien sûr, il y a les distances à respecter, les inclinaisons de caméra, connaître l'émissivité de chaque matériau, savoir pour l'interprétation après. Bien sûr, voilà, l'idéal, c'est par un temps nuageux où on va avoir des valeurs proches de la réalité. C'est tout bon pour moi. Les autres questions, c'est pour après. Allez, super, on passe alors. Donc ça, on va aborder tout ce qui est marché qui est en plein développement, donc le marché du drone avec les applications thermiques. Donc là, on a d'un point de vue des applications, c'est une source qui date de 2022 de l'INRED. Donc je laisserai Samuel prendre la parole pour vous expliquer un petit peu le développement du marché du drone. Donc, l'INRED, c'est une grosse société qui fabrique des caméras thermiques aussi bien pour l'administration, les forces armées, mais aussi pour le particulier ou pour les acteurs comme nous, télépilotes de drones, qui utilisons la thermographie.
Donc, ils ont fait un petit rapport l'année dernière. Ils ont prévu en différents secteurs, bien sûr, comme on a vu les domaines d'application, l'agriculture, le bâtiment, la sécurité civile, les pompiers. Donc, bien sûr, dedans, on met les forces de sécurité intérieure, police, gendarmerie, les acteurs du transport, des prévisions, l'industrie du pétrole et du gaz, qui est très important aussi, que des fois, on n'y pense pas, mais dans les grandes raffineries, l'utilisation du drone est de plus en plus utilisée, notamment aussi dans comment, Les les raffineries. raffineries et les centrales nucléaires aussi. Ok. Donc, bien sûr, pour entrer dans les centrales nucléaires, quand on fait de la prestation, généralement, quand on répond aux appels d'offres, il y a quand même, c'est pas le tout de prendre de la photogrammétrie, enfin de la thermographie. Il y a pas mal d'examens aussi, de petites compétences à passer en supplément pour pouvoir intégrer dedans. Après, c'est des bons marchés puisqu'ils la réclament assez souvent. C'est assez récurrent les inspections dans ce domaine-là. Mm. Donc, voilà. On a une petite question d'ailleurs par rapport aux forces de l'ordre dont tu as parlé juste avant. Il y a eu une question il y a longtemps, alors je ne sais plus qui l'a posée, pour savoir comment se faire connaître du coup des forces de l'ordre quand on démarre là-dedans et qu'on veut être parfois amené à aider les forces de l'ordre pour des interventions en drone. Ah, Pardon, pardon. oui, c'était un monsieur qui était pompier, je crois, qui était à la retraite et qui voulait. Alors, je sais pas, on en a eu deux sur ce sujet. Moi, je sais que nous, on travaille avec des S10 du coup qui ont leur propre Tout à fait. télépilote Tout à fait, c'est ce en que j'allais interne. dire. Effectivement, c'est un peu compliqué de rentrer parce que c'est quand même des forces spécifiques, hein, et voilà, c'est un peu compliqué. Ça fait partie des ministères un peu top secret, etc. Donc, en général, ces personnes-là, enfin, ce genre de profil-là, ils ont leurs propres compétences en interne. Nous, on travaille aussi avec les SDIS qui nous achètent du matériel et qu'on forme à côté. Ils font rarement, voire jamais, appel à des prestataires extérieurs. C'est en interne. Ouais. Aussi parce que bah, leurs missions sont des fois top secrètes, des fois confidentielles, des fois elles ne sont pas encore sorties au grand public. Donc, il y a des choses qui ne peuvent pas fuiter. Et c'est compliqué de laisser rentrer des personnes extérieures dans ce type de milieu. Donc, je vous conseillerais de vous orienter plutôt vers d'autres secteurs d'activité que ces métiers-là, parce que vraiment, c'est compliqué. Ouais. Après, donc, pour la personne qui était un ancien pompier à la retraite, peut-être que bah, vous pouvez commencer par votre caserne qui vous connaissent et leur expliquer ce que vous faites. Si ce n'est pas déjà le cas, je pense que vous avez commencé par là. Donc voilà, malheureusement là-dessus, j'ai pas trop de conseils parce que vraiment, à 100% du temps, moi, de mon côté, je n'ai formé que des personnes internes qui étaient Ouais. internes à leur activité et qui ne cherchaient pas de prestataires externes. Les seuls moments où ils vont chercher des prestations externes, c'est quand ils vont vouloir former leur télépilote et à ce moment-là, là, ils ont besoin de compétences particulières, du profil comme Samuel, par exemple, qui vient de ce milieu-là, ou d'autres profils qui ont des vies passées de militaires ou de gendarmes, etc., et qui se sont reconvertis. Alors, on a deux autres petites questions pour avancer après parce que là, sinon, Oui, Oui. on va avancer. on a quel est le prix moyen d'une prestation immobilière en photovoltaïque et en général, quel tarif appliqué? Mais ça, je pense que ça dépend. Alors, nous, Flying Guy, on ne fait pas de prestations, donc je ne pourrais pas, moi, vous répondre. Samuel, lui, est prestataire de service, donc c'est-à-dire qu'il va travailler pour moi en tant que formateur et il va vous proposer de la prestation de service, donc il pourra peut-être vous répondre, si ce n'est que quand même, c'est vrai que je te rejoins complètement, Maëlys, ça dépend de la prestation, ça dépend de l'endroit, ça dépend du temps, ça dépend de plein de choses. De vos formations aussi, Ça formations dépend de la précédentes, formation. si vous êtes thermicien, justement, par exemple. C'est compliqué de donner un prix comme ça à la volée. Enfin, une fourchette, ça va être entre 500 et 1500 euros. Mais bon, je ne pense pas que les personnes soient plus avancées en donnant ce genre de fourchette-là, quoi. Voilà, ça peut- Il y a beaucoup de mecs qui rentrent en compte la machine qu'on utilise, la difficulté de la mission. Est-ce qu'il va y avoir de la récurrence dans cette mission? Est-ce qu'on pratique un forfait? Est-ce que voilà, tout va dépendre de. Généralement, l'idéal, c'est de trouver un forfait où il y a de la récurrence, c'est-à-dire que, par exemple, une agence immobilière qui a, on va dire, une centaine de biens et on a retenu, on propose son forfait, telle maison. Donc, en plus de la captation de photos classiques, on va dire, plus pour le côté artistique pour vendre le bien, et ben, en même temps, on peut faire la partie thermique.
et mettre ça en option en plus dedans, leur proposer ce type de prestation. Mais c'est vrai qu'après, ça dépend. Voilà. Donc, après, il y a aussi il y a des personnes sur le marché qui cassent les prix. Ouais. Il y en a aussi qui sont exorbitants. Voilà, ça dépend aussi de la personne qui va faire le rapport. Est-ce que c'est son métier d'origine? Est-ce que c'est un vrai thermicien? Est-ce qu'il a appris sur le tas, etc., etc. Donc, on ne peut pas facturer non plus. Il faut être conscient, hein, une prestation à 3 000 € pour prendre deux pans de toiture à la campagne, quoi. Et ensuite, on a juste une spécification. Quand on parle du secteur du transport, de quoi parle-t-on? Le secteur du transport, c'est tout ce qui est grande zone d'activité, les parcs routiers, tout ce qui est maintenant zone d'activité qui est de plus en plus utilisée, les sociétés de sécurité pour le drone, aussi pour tout ce qui est sur les péages des autoroutes, le suivi de convois. Voilà. Donc, il y a pas mal de sociétés de transport aussi qui l'utilisent dans leur parc pour justement faire de la surveillance, comme dans les ports. À Nice, on va retrouver à Fos-sur-Mer. Ils ont des télépilotes de drones qui, au lieu d'envoyer des agents, ils sont sur place, mais avec des protocoles particuliers, ils envoient leurs drones faire leur petit tour pour faire de la surveillance. C'est bon? Ok, on va pouvoir avancer. Ouais. Super. Donc, je prends le relais sur les drones, les caméras, que choisir dans tout ça. Donc, Flying Guy, on est le numéro 1 français de distributeur de drones professionnels DJI Enterprise. Juste pour vous donner un petit chiffre, en 2022, on a vendu plus de 2000 drones, tout confondu. Et on propose des réductions de 5% sur l'achat d'un matériel ou d'un accessoire, enfin, ou les deux même, pour les stagiaires de Flying Guy Formation. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que justement, quand vous allez voir les prix, on bénéficie de la réduction, c'est plutôt intéressant. Sur la partie thermographique, on vous a présenté quelques drones. Alors, le meilleur rapport qualité-prix et la meilleure vente pour la thermographie l'année dernière, ça a été le Mavic 3T thermal, qui est tout nouveau. C'est un des moins chers parce que vous l'avez à moins de 5 500 € TTC et ça reste quand même le plus performant. Je vous ai mis le lien en dessous du produit. Si vous voulez aller voir sur notre site internet, vous avez tout le détail du produit, tout le descriptif, toute la partie technique. Et en bas de page, en général, vous avez les accessoires que vous pouvez mettre avec. Il y avait aussi le Mavic 2 Enterprise. Alors, il faut savoir qu'il est en fin de vie. Nous, ici, il nous en reste quelques-uns en stock, mais voilà, une fois qu'on aura fini les stocks, il n'existera plus et ce sera le Mavic 3 qui va prendre le relais. Pour ceux qui veulent des marques françaises et rester un peu en Made in France, on a le Parrot Anafi USA aussi, qui peut le faire. Il faut savoir qu'il est un peu moins performant que le Mavic, forcément, hein, parce que quand même, il est plus cher et il est moins performant, parce que là, pour le Parrot Anafi, il faut tabler aux alentours des 10 000 €. Aux alentours, hein, donc plus ou moins, voilà, selon ce que vous imitez. Et le Mavic 3, qui est quand même plus performant, il est à moins de 6 000 €, donc c'est quand même intéressant. On a des questions sur le matériel. Alors, est-ce que je termine les Vas-y, présentations du matériel? Vas-y, autant pour moi. Parce que des fois, peut-être que vous avez la réponse. On a 3 slides. Donc là, on aborde la deuxième. Il en restera une après. Donc là, on vous a mis des drones qui étaient non radiométriques et radiométriques. Donc, vous avez les Hotel Robotics. Alors, le Evo 2 Dual 640T, c'est l'équivalent du Mavic 3T, mais il est beaucoup plus cher hein, parce qu'il est aux alentours de 10 000 €. Pareil pour le Robotics Evo Max 4T, qui est l'équivalent du Matrice 30. Donc, ce n'est pas tout à fait le même drone, c'est celui qui est à côté, là, que vous voyez, qui est un petit peu moins cher. Il est aux alentours de 10K à 9 000 €. Pareil, on vous a mis le lien et il est aussi radiométrique. Si on reste sur le DJI, vous avez le DJI Matrice 30T, donc le M30T, qui est plus compact que le Matrice 300, mais il n'a qu'une seule caméra. Il est vraiment bien pour la thermographie. Par contre, c'est une machine qui est dédiée à la surveillance et à la sécurité. Pourquoi? Parce qu'il a un zoom plus fort et une caméra thermique. Voilà. Après, en termes de prix, pour l'ensemble des 3 drones, on est aux alentours de 10 000 €. Hein. Voilà. Donc, c'est quand même un investissement qui n'est pas négligeable. Alors, le couteau suisse, le top du top, celui qu'on aime tous, c'est le Matrice 300 RTK, qui est là. Ici, vous l'avez uniquement avec les accessoires thermographie, mais sachez que c'est quand même un drone qui est utilisé et pour la thermo et pour la photogrammétrie.
Ça dépend de quelle caméra vous allez l'équiper. Ici, on vous a proposé donc une nacelle Z30T. Ça, c'est pour la matrice 200-210, ceux qui auraient encore l'ancienne. Ah, qui auraient encore l'ancienne version. C'est de chez Sony et c'est une caméra thermique. Okay. Voilà. Et sinon, donc, pour ceux qui l'ont, le Mavic, le Matrice 300 RTK, donc vous avez la Zemuse H20T qui est pour faire de l'inspection et la H20N qui est uniquement pour la vision de nuit, enfin uniquement, qui vous permettra de faire de la vision de nuit. Il faut savoir que l'inconvénient principal de ce drone, c'est qu'il est très gros et très grand. Et c'est le prix, parce que le drone seul coûte 9 000 €, mais le drone seul, vous ne pouvez rien faire. Il faut acheter forcément les éléments de charge qui vont avec, et on atteint facilement les 20 000 €. Mais par contre, c'est le couteau suisse. Vous pouvez tout faire avec, vous pouvez l'utiliser aussi bien pour l'inspection technique que pour la thermographie, que pour la photogrammétrie. Donc vraiment, c'est un drone complet. Alors, Maëlys, donne la parole, parce que si vous avez des questions sur le matériel, on a fini la présentation du matos, vous pouvez y aller. On en a. Alors, on a la question en général, quelle est la... Alors, je l'ai perdue parce que c'était il y a un bon moment. La meilleure résolution disponible, je ne trouve plus la question parce que c'était il y a trop longtemps. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Purée, je l'ai perdue. C'était la question sur la meilleure résolution. Je ne sais plus qui l'avait posée. Je suis désolée, j'ai eu trop de questions entre-temps. La meilleure résolution thermique? Il me semble, ouais. Les caméras se valent tous, puisqu'il n'y a pas non plus 10 000 fabricants de caméras thermiques pour l'usage des drones. C'est ensuite les réglages qu'on va effectuer dedans, la machine qu'on va employer et tous les paramètres qu'on va prendre en compte. En fonction des caméras, on peut avoir le même résultat, mais pas forcément avec les mêmes réglages. C'est ce qu'on verra un petit peu après comme en photogrammétrie, en fonction des appareils qu'on utilise. Tout le monde ne peut pas mettre 20 000 € dans un premier drone pour se lancer. Donc, après, c'est une histoire. Les capteurs, ils se règlent. Mais la plupart du temps, il faut prendre une caméra radiométrique dans le sens où, même si c'est un peu plus cher, ça vous permet que chaque pixel, chaque onde électromagnétique qui sont transformées par ce petit capteur qui passe sur sa caméra, qui fait généralement 1 centimètre, va transformer le signal électrique en signal, on va dire, de couleur, qui va nous permettre d'avoir un panel, de dire, voilà, et en plus, d'avoir une indication de température. Parce que les caméras thermiques, il existe, il y en a qui sont non radiométriques, ça ne nous permet pas d'avoir, par exemple, à un point donné précisément la température. On aura une valeur globale, ça sera du général, mais pas précise. Je pense qu'on est bon. Ok. Je pense. Ok. Juste une petite aparté, nous, pour les formations, donc on utilise 2 drones. On utilise le Mavic 3T, qui est le premier qu'on a vu ici, qui est le meilleur en rapport qualité-prix et qui est vraiment spécialisé sur la partie thermique parce qu'il est équipé d'une caméra thermique, et on utilise surtout celui-ci, le Matrice 300, qu'on équipe avec nos propres caméras, donc la Zemuse H20T ou la P1 pour la photogrammétrie. Donc, ce sont les drones qu'on utilise pour nos formations. Voilà. Alors, abordons la photogrammétrie et je vais redonner la parole à Samuel. Donc, la photogrammétrie, on en parle de plus en plus. C'est quelque chose qui dans la plupart du monde, tous les télépilotes de drones parlent aussi, généralement se lancent dans la photogrammétrie parce que c'est toujours ce côté en fin de compte, de modéliser nos prises de vue, sans parler forcément de faire du rapport ou de faire du suivi. C'est toujours bien, on aime bien toujours avoir un petit peu en détail ce qu'on a pris à la maison, de le tourner un petit peu dans tous les sens. Ça change des prises de vue classiques. Donc, il y a 2 définitions, d'accord. Il y en a une qui vient du Larousse, je vous la laisse la lire, et puis l'autre de l'Institut géographique national, qui permet, en fin de compte, qui est plus simple, de recueillir des données concluant des restitutions dimensionnelles et de déterminer la forme et la position d'un objet dans l'espace. En gros, on va prendre des photos, on va les recoupler ensemble, et ensuite, avec un logiciel, on va modéliser ce qu'on a vu. Bien sûr, vous êtes bien d'accord, quand on prend une photo en drone ou même une photo classique, on perçoit la profondeur, mais il y a
Il n'y a pas les reliefs, ça reste sur un plan horizontal. La photogrammétrie va nous permettre d'avoir quoi? D'avoir toutes ces formes dans tous les sens, tous les aspects, les cavités, les dénivelés, etc., etc. Un peu d'histoire. Un petit peu d'histoire vite fait. La première photogrammétrie, la technique, hein, bien sûr, c'était, on va dire, en 1800. 1849. Ah oui, ça remonte à très longtemps. Ça remonte à très longtemps. Bien sûr, avec l'amélioration de la photographie à l'époque, toutes ces nouvelles techniques qui apparaissent. Aujourd'hui, en 2023, avec l'ère du numérique et les logiciels ultra performants avec ces algorithmes nous permettent, en quelques clics, d'accord, avec quelques photos qu'on va venir, pardonnez-moi l'expression, gaver notre ordinateur, on va pouvoir avoir une restitution d'un objet qu'on aura pris sur le terrain. Tout à fait. Les différents domaines d'application de la photogrammétrie. Donc, il y en a plusieurs. Modélisation statuaire, musée, archéologie, donc qui est beaucoup utilisé dans ce domaine-là pour, en fin de compte, ce qu'on revoit maintenant dans les documentaires, par exemple, comme en Égypte, certaines pyramides, des ruines, des anciens châteaux forts, etc. L'architecture d'intérieur, ça a été utilisé notamment pour Notre-Dame, malheureusement. Oui. Ils ont utilisation de drones pour refaire une modélisation 3D à l'intérieur, notamment pour cette fameuse charpente. Les patrimoines, histoire et monuments, donc ça, quand on a des gros monuments, ça permet aussi, dans la rénovation, la réfection de n'importe quel bâtiment, monument historique, c'est beaucoup utilisé. Bien sûr, on rentre dans le vif du sujet, tout ce qui est les géomètres experts, les implantations de chantier, les tracés d'autoroutes, les lignes de chemin de fer, en fonction de beaucoup de paramètres, ces techniciens utilisent la photogrammétrie. Alors, il y a plusieurs machines, mais la plupart, on en revient toujours au même, la matrice 300 RTK. Bien sûr, elle est vraiment bien rentabilisée avec leur utilisation et ça leur permet d'avoir vraiment au lieu d'avoir un simple tracé sur une feuille de papier sur le bureau, de par ces logiciels qu'on verra par la suite, d'avoir vraiment un rendu quasi à 100%. L'extraction minière calcule les cubatures. Tout à l'heure, il y avait un internaute, j'ai vu, qui venait de Colombie. Donc, en Colombie, je pense qu'ils doivent peut-être l'utiliser sur des calculs de cubature, ou de l'environnement, risque naturel, voilà, qui est sur ces grands pays aussi. Là, bien sûr, j'ai brossé de petits apartés, donc avantages, limites, d'accord. Il n'y a pas besoin d'être un expert dans le domaine de la photogrammétrie pour faire des rapports. Les logiciels qui sont vendus avec les machines, bien sûr, qui sont en sus, sont très implicites à comprendre et très faciles d'accès, ça dépend. Donc, bien sûr, tout à l'heure, on parlait aussi de LiDAR. J'ai vu un internaute qui parlait de LiDAR. Donc, ça, c'est avec du laser. Donc, ce n'est pas du tout la même… plus technique, c'est plus complexe, plus technique. Parce que là, en fin de compte, au lieu de prendre des photos, c'est le faisceau du laser, de la caméra qui va taper sur les surfaces et qui va remonter et qui va enregistrer. Donc, c'est un peu plus, on va dire, velu. D'accord. Les avantages, c'est qu'on peut prendre plusieurs centaines de points en mètre carré, vraiment pour avoir du détail jusqu'à la précision centimétrique. Ça reste quand même peu coûteux parce qu'avec même une petite machine, il y a des logiciels qu'on verra pour s'initier, pour se lancer, qui nous permettent déjà d'avoir des bons rendus et de se faire la main. Les limites, bien sûr, vous êtes bien d'accord que ça ne convient pas aux surfaces uniformes, d'accord. Bien sûr, la photogrammétrie, le but, c'est d'avoir du détail, d'avoir du relief et de pouvoir déterminer des détails, de mesurer des aspérités, mesurer des fissures, de rentrer quelque part dedans. Les limites aussi au niveau, on va dire, traitement de données. Il faut des machines qui soient quand même conséquentes. La plupart du temps, en photogrammétrie, il faut, on va dire, du i7, 7 corps minimum, un bon Pentium pour éviter que quand on veut ouvrir sa boîte mail, que l'ordinateur plante et qu'on mette 15 jours à recoller une quarantaine de photos. Donc ça aussi, c'est un coût à prendre en compte quand on fait de la photogrammétrie. Alors, il existe quelques sociétés aussi qui on peut
envoyer nos photos et qui traitent pour nous, mais ça aussi, ça a un coût. On en fait une fois à l'année, on peut se permettre. Après, on veut vraiment se spécialiser, on veut vraiment rentrer dedans. Là, il faut acheter le logiciel. C'est la station de calcul qui va avec et tout de suite, on est à 10 15 000 euros d'investissement. Plus de la machine. Plus, ouais, de la machine, tout à fait. Et bien sûr, la qualité des données est variable, ça dépend de la captation et du traitement que j'ai besoin. Et je vous disais, besoin d'un ordinateur performant. Donc ça, c'est un petit topo sur l'homme et la 3D, hein, justement, par rapport à la photogrammétrie et le fait qu'il soit basé sur le fait de stéréoscopie. Donc Samuel, si tu veux expliquer un petit peu tout ça. En fin de compte, ce qu'on voit dans le réel en tant qu'humain, quand on perçoit les choses, on va voir les reliefs, on va voir les surfaces. Notre cerveau fait bien les choses, hein, hémisphère gauche, hémisphère droit. Il va faire une corrélation de nos images. Et en plus, par derrière, après, en fin de compte, tout ça, on va voir cet aspect de profondeur et de relief, de notion. Donc, avec le drone, comme on ne prend que des photos, généralement, c'est un plan, il n'y a pas de notion de profondeur. Là, à ce moment-là, on va prendre plusieurs photos à différentes hauteurs. Quasiment, l'idéal, c'est toujours à la même distance, afin de faire un recouplement de toutes ces photos. Et après, le logiciel va traiter ces photos et ceux qui sont en double, il va faire des raccollements, il va les recomposer et ensuite, il va donner de la profondeur, bien sûr, parce que nos photos, après, vont être prises sur les 3 axes, X, Y, Z, hein, comme un repère orthonormé. Et en fin de compte, ça va pouvoir avoir, avec ce Z-là, cette hauteur, un peu comme en drone, hein, tu engages la C-roulis, hein, et ça va nous permettre de modéliser après ensuite sur un écran. Donc là, comme je vous disais, en pratique, normalement, on prendra plus de 2 photos. Le but du jeu, c'est de prendre un maximum de photos. Alors non plus, pas en prendre 2000, d'accord, puisqu'après, le traitement va être très, très long. Et la plupart du temps, il y a des doublons. Donc ça aussi, dans les formations, on vous apprend à bien positionner votre drone, à diriger votre caméra. La plupart du temps, il faut qu'on soit perpendiculaire, bien sûr, à la surface de notre objet. Et n'en dis pas trop, n'en dis pas trop. Voilà. Il faut leur donner envie de venir en formation quand même. Et puis, bien sûr, les paramètres de la caméra, bien connaître, parce qu'en fin de compte, quand on fait de la photogrammétrie, c'est comme si on était photographe. D'ailleurs, pour ceux qui veulent se lancer après ouvrir leur entreprise, le télépilote de drone, c'est considéré comme photographe. Ah voilà, pour le code APE, le code NAF, le code NAF, oui. C'est 70-20 ou 70-40. Voilà. Et puis après, voilà. Donc, la photogrammétrie, on peut en faire même chez soi, sans avoir au début faire de drone. Appareil photo, les téléphones. Vous avez vu que maintenant, nos téléphones, ils ont des appareils qui sont de plus en plus compacts, de plus en plus performants. Bien sûr, tout ça, nous, aujourd'hui, on l'utilise sur notre drone. Donc, ça nous permet, tous ces éléments sont, on va dire, indispensables pour faire de la photogrammétrie. Bien sûr, quand on fait de la photogrammétrie par drone, on peut aussi avoir un appareil photo en supplément avec nous pour des fois prendre des prises de vue complémentaires qu'on va incrémenter dans notre paquet à traiter de photos. Donc ça, c'était Alors ça, différents… voilà, donc ça, c'est juste une petite aparté sur le RTK. Qu'est-ce que c'est en fin de compte sur la France, il y a plein de points, ce qu'on appelle géoréférencés, qui nous indiquent exactement les coordonnées. Et avec le drone, même si le capteur GPS à l'intérieur de notre machine est performant, lorsqu'on fait de la photogrammétrie, on demande quand même de la précision centimétrique. Vous voyez bien qu'avec notre drone, des fois, on a des petits écarts, alors qui ne sont pas énormes, mais qui ne reflètent pas vraiment la réalité. Donc, il y a des systèmes complémentaires qu'on ajoute à la photogrammétrie avec des perches. Et là, vous avez le petit schéma sur votre droite là, qui résume votre drone. Donc, la balise, elle va émettre, elle va recevoir la position des différents satellites, d'accord, et qui va faire la corrélation avec notre drone pour, en fin de compte, avoir plus de précision lorsqu'on va prendre nos photos. Parce qu'il faut savoir que quand un drone prend une photo, en gros, cette photo, elle a une identité, elle a une ADN.
Donc, tout est décrit dedans, la résolution, l'ouverture focale, comment on aura réglé nos paramètres de photos sur notre drone, etc. Tout va être inscrit dedans, et ce qui va nous permettre après de pouvoir traiter pour avoir un bon rendu. Ok. Alors, on va refaire un petit laïus sur les drones, les caméras, que choisir par rapport à la photogrammétrie. Donc ici, on vous a mis d'ailleurs les deux seuls qui sont capables de faire ça. Vous avez le Mavic 3E Enterprise. Donc un petit peu comme le 3T, c'est le meilleur rapport qualité-prix. C'est l'une de nos meilleures ventes. Il remplace le Phantom 4 RTK que vous avez vu ici sur la photo. Donc la photo d'ici, c'était un Phantom 4 RTK qui est en fin de vie, qui existe toujours, mais qui est en fin de vie chez le constructeur, chez DJI. Et donc DJI a remplacé son Phantom 4 par le Mavic 3E Enterprise que vous voyez en photo ici. C'est une très bonne performance. Alors, on a précisé pour son prix parce que vous l'avez à 3 496 € TTC exactement sur mon site internet. Donc, effectivement, pour ce prix-là, parce que c'est le prix d'un Mavic classique, il a de très, très bonnes performances. En sachant que le meilleur, le couteau suisse encore une fois, mais le meilleur pour la photogrammétrie, en tout cas, c'est le Matrice 300 RTK équipé de sa caméra DJI Zemus P1 qui va vous permettre de faire de l'orthophoto. Il faut savoir que la caméra, elle seule, coûte dans les 6 000 € et le drone, lui seul, coûte dans les 16 000. Donc, encore une fois, comme pour la thermographie, c'est un drone qui est coûteux, mais vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Thermo, photo, inspection technique, etc. Ça dépend de quelle caméra vous allez l'équiper. Donc après, il faut s'équiper avec les stations de charge qui vont avec et bien évidemment, au plus vous allez avoir de la charge, au plus le package sera onéreux, mais au plus vous pourrez faire d'activités avec. Donc ça, c'est quand même important de le savoir. Voilà. Après, là, on va parler des logiciels. Est-ce qu'avant qu'on aborde les logiciels, vous avez des questions? Oui, on en a. On a Johan qui nous demande si le Mavic 3T est capable de la polyvalence, thermo plus photogrammétrie. Je ne l'ai pas vu dans les trucs cités, donc je repose au cas où. Je ne crois pas. Je ne crois pas, mais je te laisserai peut-être préciser, parce que pour moi, il y en a deux qui sont vraiment bien distincts. Il y a le 3E et le 3T. Et je crois que le 3T, il est vraiment à la thermo. À la thermo, dedans, au niveau des capacités, c'est presque les mêmes caméras qu'on va retrouver dedans. Mais après, on peut faire de la photogrammétrie avec le 3T. Mais par contre, on a un rendu qui sera un petit peu moins performant, un petit peu moins bien que si on prenait par exemple le 3E classique qui, sa caméra est vraiment faite à la pointe. Mais ça se fait, oui, ça se fait, bien sûr. Je ne vais pas vous dire non, mais on peut le faire. On a Yo Valdron qui nous demande si le RTK est réellement obligatoire vu les performances actuelles des capteurs GPS d'aujourd'hui. Oui, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut exactement. Donc, on peut faire de la photogrammétrie sans forcément de capteur RTK. Il n'y a pas de souci. On aura une petite différence dans le positionnement quand toute notre photo, on verra à la fin un petit peu comment ça se passe. Quand le logiciel recoupe toutes nos photos pour en fin de compte faire cette modélisation 3D de la représentation de notre terrain, il y aura des fois pour des mesures où on aura des petites incohérences. Après, le RTK, c'est un système qui va nous permettre d'avoir vraiment de la précision centimétrique. Donc, c'est vraiment… Tout dépend de l'activité. Par exemple, on va construire un bâtiment ou une autoroute. Oui, il va falloir avoir de la précision. Le géomètre qui va faire les implantations, les bureaux d'ingénierie vont vouloir avoir de la précision. Par contre, si on fait une petite photogrammétrie sur une petite chapelle qui est perdue dans la forêt, qui n'a pas forcément c'est juste pour faire un petit coup de réfection, de rénovation au patrimoine. Bon, il n'y aura pas forcément d'avoir besoin de la précision centimétrique. On voudra juste avoir, les personnes auront juste besoin d'un retour visuel pour savoir à 95% qu'est-ce qu'ils devaient. Ensuite, il y a Thomas qui nous fait une petite précision du coup sur la question de Johan sur le 3T. Il nous dit qu'il n'y a pas de global shutter dessus, donc que le 3E est plus indiqué. On a Damien qui nous pose une question. Il est équipé de M300 RTK. Est-ce qu'il a besoin des 3 différents objectifs ou est-ce que son 35 mm suffit? Tout dépend de la distance et qu'est-ce qu'il va photographier. Après, un 35 mm, ça suffit amplement. Par rapport à la focale, après, il y a des réglages à faire en fonction de l'ouverture. Et voilà, c'est les paramètres de sa caméra où il rentre dedans, mais on peut avoir des réglages différents et pour avoir le même résultat. Ensuite,
Est-ce que le Mavic 3E fait RTK avec une balise additionnelle? Oui, c'est additionnel. Ok. Ben, on a fait le tour des questions sur le matériel. D'accord, ok. On va aborder le sujet des logiciels, puisqu'on en a parlé, il y a eu quelques questions là-dessus. Donc, il existe plusieurs logiciels. On les a classés en 3 catégories, les ressources web, les libres, donc les gratuits, et les payants. D'accord? Donc, les payants viendront en dernier. Et là, à ce moment-là, Samuel, si tu veux prendre le relais sur les logiciels. Donc là, les ressources web pour les logiciels, j'en ai noté quelques-uns qui sont gratuits. Il faut savoir que c'est pour de l'initiation. D'accord? C'est pour se faire la main, pour comprendre un petit peu la démarche de la photogrammétrie entre la captation et le résultat. Ça nous permet quand même de faire des petites choses sympas, il faut l'avouer. Par contre, après, il vaut mieux rentrer dans des logiciels. C'est payant, c'est comme tout, avec beaucoup plus d'options en fonction du domaine aussi d'application on va en faire. Alors, justement, pour les payants, du coup, Les pay- ceux-là. On a cela. Alors, le plus connu et qui est vraiment, bon, on va dire, le phare de la photogrammétrie, je pense qu'il y a beaucoup d'internautes qui l'ont déjà utilisé ou qui se sont déjà intéressés, c'est le Pix 4D, d'accord, de nos amis suisses. C'est vraiment quelque chose, un logiciel qui est, bien sûr, bon, il est payant, mais il est très, très complet. Après, on va avoir MetaShape qui est pareil, qui se ressemble. Et qui est d'origine russe. Donc, ça a posé quelques problèmes, surtout pour les administrations publiques. Donc, c'est pour ça que je me permets d'en parler parce que j'ai vu dans les inscrits qu'il y avait quelques personnes du public aussi. Donc, en début d'année, on a eu des petits soucis avec ce logiciel-là. Donc, on le vend toujours. Ceci étant, Pix 4D Mapper a pris une vraie envolée et a pris vraiment le dessus sur la vente de logiciels de 4D, en fait, un 3D 4D, pour faire de la photogrammétrie. Voilà. Maëlys, c'est à toi. Alors, avant de passer sur Drone Keeper, on a deux questions. Est-ce que vous recommandez plutôt de passer sur l'OS Mac ou sur l'OS Windows par rapport au logiciel? Qu'est-ce qui fait le mieux tourner les softwares? Ça dépend. Par exemple, pour la photogrammétrie, quand on fait de la planification de vol, ça marche avec GS Pro chez DJI. Ça marche uniquement avec Apple. Après, pour le traitement de données, je vous avoue, moi, je suis pro Windows. Voilà, j'aime bien fouiller, j'aime bien, on va dire quelque part, pardonnez-moi l'expression, bidouiller, pouvoir modifier. Apple, c'est bien, il n'y a pas de souci, hein. Mais je pense que pour de l'application photogrammétrie technique, il y a un besoin, surtout que la plupart des gens qui vont faire de la photogrammétrie, bon, on va dire, c'est des techniciens, hein. Donc ils ont besoin d'outils où on va pouvoir avoir aussi pas mal de fonctions. Je ne suis pas sûre que, parce que du coup, on peut compléter l'achat du matériel avec des stations de calcul performantes et puissantes qui peuvent vous faire des rendus sur les logiciels. Je ne suis pas certaine qu'ils soient compatibles avec le Mac. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, tout est écrit sur notre site, mais je ne suis pas trop la spécialiste là-dessus. Mais de ce que je vois dans les achats, les personnes qui achètent cette station de calcul, elles sont plutôt équipées d'un PC Windows, quoi. C'est ce que je vois aussi beaucoup en retour. Damien nous demande si les logiciels sont gratuits, même jusqu'à l'export du projet. Alors, vous en avez des gratuits. Ceux qu'on vous a présentés, ils sont surtout payants. Les gratuits, c'est ceux-là. Et est-ce que l'export du projet est gratuit aussi ou est-ce qu'il faut payer pour l'exporter? Est-ce qu'il y a les bandes de signalisation de signature, quoi? Exporter son projet, donc il n'y a pas de souci, on va le garder. Il y en a d'autres où ben, ça va rester dans un cloud et on ne pourra pas l'avoir sur soi, on va dire, si on peut dire physiquement à soi, quoi. Il y aura une résiliation pour aller dessus, mais à chaque fois, il faudra passer par l'application pour pouvoir, si on veut, le récupérer. Et c'était bon. Ok, eh bien, on te laisse la parole. Alors, du coup, j'ai vu qu'on avait une question. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent DroneKeeper parmi nous. Je sais qu'il y en a qui viennent de nos réseaux, donc il y en a forcément. J'ai vu une question. Alors, je ne sais plus qui l'avait posée. C'était en tout début de webinaire. Je comprends d'où vient la question. C'est normal. DroneKeeper, qui sommes-nous? En fait, on vous permet de réduire votre temps de mission. On récupère toutes les données temporaires. On en fait une carte qui synchronise tout. Vous allez avoir les NOTAM et les SUPA IP qui sont mis à jour toujours manuellement chez nous.
Et en fait, on va diviser votre temps de mission, de préparation de mission, pardon, par 10. Pourquoi? Parce qu'on vous donne accès à, pour une zone de vol, toutes les démarches que vous avez à faire, toutes les personnes à contacter, et vous pouvez envoyer vos demandes directement via DroneKeeper. Il faut savoir, Bastien, d'ailleurs, je vois que vous venez de poser la question, maintenant on est interopérable avec Clearance. C'est déjà le cas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, vous vous connectez sur DroneKeeper, vous cliquez sur une zone dont la ZRT est gérée par Clearance et vous allez avoir la demande qui s'affiche. Vous pourrez directement l'envoyer sur Clearance. Vous n'avez plus besoin de créer un compte sur Clearance, de créer un compte sur USpaceKeeper pour les zones qui sont gérées par USpaceKeeper. Et du coup, quelle est la différence avec Flyby? Donc, je suppose que cette question vient tout droit de la vidéo YouTube qui vient d'être faite sur Flyby par Uber, si je ne me trompe pas. En fait, c'est pas compliqué. Nous, on a un logiciel qui est payant. Pourquoi? Parce que ça fait plus de 10 ans qu'on est sur le marché. Nous, on vient du monde aéronautique, donc on a un savoir-faire qui est prouvé et qu'on n'a plus à prouver. De toute façon, quand vous allez aller sur DroneKeeper, le visuel et la prise en main, elle est beaucoup plus fluide. Alors, selon nous, on travaille pour DroneKeeper, donc forcément, c'est subjectif. Vous allez avoir des interopérabilités qui n'ont pas lieu d'être sur Flyby, telles que DroneKeeper avec Clearance et DroneKeeper avec USpaceKeeper. Donc, vous allez gagner du temps à ne pas recréer des comptes sur toutes les plateformes pour vous alourdir vos démarches. Comme je disais, nous, on est payant. Pourquoi? Parce qu'il y a 20 ingénieurs derrière qui travaillent sur la plateforme pour mettre à jour la plateforme. On vous propose, par exemple, une fonction zone d'exclusion des tiers. Vous n'avez plus à la calculer. Vous mettez votre zone de vol, vous avez la zone d'exclusion des tiers qui va venir se calculer automatiquement et vous pourrez ensuite exporter votre fiche mission avec tout ce qui est relatif à cette mission. Vous avez un export de votre charge annuelle, du coup, de tous vos vols annuels qu'on peut retrouver souvent. Vous allez pouvoir importer vos drones depuis Alpha Tango directement via DroneKeeper, ce qui n'est pas possible sur les autres plateformes. En fait, vous allez avoir aussi un support par chat. Bref, vous allez avoir plein de fonctions que vous n'allez pas retrouver sur Flyby ou sur d'autres parce qu'on est quasiment tous différents. Nous, on n'a pas forcément les mêmes fonctionnalités que Clearance. On n'a pas les mêmes fonctionnalités que Flyby. Et surtout, vous avez l'humain derrière. On est là vraiment 5 jours sur 7, à part le week-end, sauf on a toujours quelqu'un de permanence. Pendant les fêtes, on est de permanence. Dès que vous avez un souci, on est là par chat, on est là par mail, on est là tout le temps. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. Bruno, dites-moi si ça vous semble clair. Je vois que j'ai d'autres questions. Alors, Michel, vous allez avoir le soft gratuit dans le support qui vous sera envoyé par mail. Et Yovaldron me demande si ça va pas être trop le bazar avec la nouvelle législation européenne et les nouveaux scénarios. On est en train de travailler dessus pour préparer tout ça. Non, je pense pas. Je pense que ça va se faire. Alors, ça va être entre guillemets brutal quand ça va rentrer ça va rentrer en vigueur, mais ça va se faire de manière soft dans le sens où, de toute manière, on est préparé et on va vous aider là-dedans. On est là pour ça. Johan qui demande si on peut venir sur Cuneo nous rencontrer et saluer les équipes. Écoutez, Johan, envoyez-moi un mail, c'est avec grand plaisir. Aucun souci, nous, c'est toujours un plaisir de vous offrir un café. Avec plaisir. Voilà, je ne sais pas si vous allez avoir d'autres questions. J'ai essayé de vous présenter la plateforme assez rapidement parce que on a débordé sur le temps. Est-ce qu'il y a une formation ou webinaire pour vraiment perfectionner les connaissances DroneKeeper? Alors, Michael, non. Ce qu'on a mis en place, c'est des tutos YouTube pour vous présenter la plateforme au plus rapidement. Après, si vous avez envie d'un webinaire pour que nous, on vous présente la plateforme, toutes les fonctionnalités, le mode équipe, le mode sûreté, justement, nous, on a un mode force de l'ordre, la zone d'exclusion des tiers, l'interopérabilité avec Clearance, comment importer ses drones, comment importer son compte Alpha Tango, comment synchroniser ses opérations. N'hésitez pas à m'envoyer des mails. Nous, on est très friands de vos retours par mail. Du coup, justement, au mail, je dis beaucoup de mails, de suivi du webinaire. Et en fonction, on prend tous les retours en compte. On vous demande souvent ce dont vous avez besoin. Donc, si vous avez besoin de tutos sur DroneKeeper, n'hésitez pas, on est là complètement pour ça. Yoann, du coup, un abonnement micro-entreprise, ça va être un abonnement solo. Une autre équipe, ça va être sur devis. Donc là, vous allez directement rencontrer Pascal chez nous. Mais pour un abonnement micro-entreprise, c'est 320 € hors taxe par an et 29 € hors taxe par mois. Attention, je le dis, mais je vous propose de rester jusqu'à la fin du webinaire si vous y réfléchissez.
Aurélien nous demande si on a prévu une application mobile. On travaille dessus. Oui, c'est prévu. Quand? Je ne peux pas du tout vous répondre parce que on tâtonne dessus. Ça va arriver. Il y a d'autres fonctionnalités qui sont très grosses qui vont arriver aussi, qu'on est en train de terminer. Là, je pense que d'ici milieu d'année, on va avoir 2-3 grosses fonctionnalités qui vont sortir. Et voilà. Je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions auxquelles je peux répondre ultérieurement. Ok, merci. Merci à vous. Alors bon, ça vous le verrez, ça c'est une image. Du coup, je voulais juste vous faire un petit mot sur les formations et après on vous laisse aller déjeuner parce que la famille ne s'entend jusqu'ici. Donc, nous, Flying Guy, donc, pour vous faire un petit topo sur les centres de formation, aujourd'hui on a 10 centres de formation et un 11e qui va arriver. Le siège social est basé à Sophia Antipolis, donc dans le 06. Samuel, lui, est dans le Var, donc on intervient dans le Var. On est en capacité aujourd'hui d'intervenir partout en France. Alors, au travers de nos centres de formation physiques, mais surtout aussi au travers des différents terrains que nous pouvons avoir. Et on peut intervenir chez vous où vous le souhaitez. Le 11e centre de formation qui va nous rejoindre, c'est sur l'île de la Réunion. Donc, on a un partenaire et on va pouvoir dispenser nos formations là-bas. Attention, on ne peut pas dispenser toutes nos formations partout. La théorie et la pratique, oui. Si je pense à la photogrammétrie, à la thermographie, ça sera Sophia, ça sera le Var, ça sera Vendôme pour les 2 formateurs référents là-dessus. Et ensuite, ça sera effectivement partout en France, mais avec les formateurs référents qui sont basés dans le sud et dans le nord. Donc aujourd'hui, n'importe où vous soyez, vous pouvez nous appeler, on peut vous répondre. Sur nos thématiques de formation, donc on a 26 formations au catalogue aujourd'hui. Quand je suis arrivée, on avait 9, on a réussi à en mettre plusieurs. Les formations qui vous intéressent aujourd'hui sont principalement photogrammétrie, thermographie et les logiciels pour récupérer les données. Sur la photogrammétrie, on est un petit peu dans la similitude que la thermographie. Vous allez avoir une grosse phase de e-learning avec toute la partie préparation mission, préparation machine. Qu'est-ce que la photogrammétrie? Comment est-ce que je programme mon vol? Comment est-ce que j'automatise mon vol? Tout ça, ça va être chez vous en e-learning. Et ensuite, sur la partie pratique, on vous propose 5 jours d'intervention terrain avec de la théorie et de la pratique. La pratique, en général, on le fait sur des carrières, parce que c'est quand même plus agréable d'avoir justement, et on a besoin de relief, donc c'est quand même plus sympa. La thermographie, donc je ne reviens pas, on en a parlé tout à l'heure, et ensuite sur les logiciels, on peut vous proposer une formation MetaShape Epic 4D Mapper, de l'initiation au perfectionnement, qui vont vous permettre d'avoir le rendu. Sachez que sur l'ensemble de nos formations, on peut les faire en distanciel, en présentiel. Alors, pour les logiciels, bien sûr, pour la pratique, il faudra être en présentiel et qu'on peut les faire depuis chez vous ou dans l'un de nos 10 centres de formation. On vous enverra avec la présentation les programmes de formation et comme ça, vous aurez tout le détail des formations. Et bien sûr, je reste à votre disposition si vous avez besoin d'un devis, de questions complémentaires ou tout autre projet qui vous tient à cœur. On a des questions sur les formations. Est-ce qu'elles sont certifiantes? Je n'ai plus le mot exact, mais il me semble que c'est ça. En charge dans le cas du CPF. Alors, c'est ça. Oui et non. C'est-à-dire, je m'explique. Aujourd'hui, sur les prises en charge sur lesquelles nous, on est compatible, vous avez toutes les prises en charge possibles et imaginables. Donc, vous avez les OPCO, vous avez le Pôle emploi, vous avez la transition pro dans le cadre d'une reconversion. Vous avez les AGFIS, le FAFCA et le FICHPL qui sont consacrés à des chefs d'entreprise, artisans ou auto-entrepreneurs. Transition pro, ça, c'est dans le cadre d'une reconversion. Et pour les habitants de la région sud, on a le PASS Région Sud qui est un chéquier de formation qui est proposé par la région. Pourquoi je vous dis pour le CPF? Je suis en lice d'avoir l'accès à une certification qui me serait proposée en partenariat avec un centre certificateur pour dispenser les formations de photogrammétrie prises en charge dans le cadre du CPF. Je vous invite à nous suivre parce que ça devrait sortir prochainement, c'est-à-dire au mois de mars. J'attends la confirmation, mais si tout va bien, au mois de mars, on sera en capacité de vous proposer des formations en photogrammétrie, thermographie et logiciel de récupération des données, donc MetaShape ou 4D, dans le cadre de votre CPF. On a David qui nous dit que Pôle emploi refuse la formation à cause du taux horaire. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a mis en place de l'e-learning, parce que grâce à notre formation e-learning, on arrive à des taux horaires qui sont pris en charge par Pôle emploi, donc on est aux alentours de 14 € de l'heure. Et ensuite, on a Michel qui demande si la formation LIDAR se fait avec un LIDAR DJI L1 qui équipe le M300. Tout à fait. Ok. Je pense qu'on est bon. Après, on a une question pour savoir si vous faisiez des formations agriculture. Il me semble que oui, j'ai dit oui. Oui.
Alors, on fait des formations agriculture et en plus, on est DJI Academy référencé. On est le seul en France à l'être. On est donc Flying Guy. Alors, ce n'était pas le sujet, donc je n'en ai pas parlé. Mais Flying Guy a le label DJI Academy. On est le seul en France à proposer des formations spécifiques agriculture par le biais de DJI Academy, du coup. Donc, oui. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Vous êtes restés jusqu'à la fin. Ah, elle allait nous spoiler. Vous êtes restés jusqu'à la fin. Donc, on a une bonne nouvelle. Donc, tous ceux qui vont jouer en replay l'auront aussi. Stéphanie, vas-y, je compléterai après. La bonne nouvelle, c'est que pour tous les participants du webinaire, donc ceux qui sont en replay, ceux qui n'ont pas pu assister et ceux qui ont assisté jusqu'à la fin ou jusqu'à la moitié ou même ne serait-ce que 5%, on vous propose 10% de réduction sur la formation de votre choix avec le code proposé. Alors, attention au code parce que nous n'avons pas de panier avec de code sur le site internet. Il faut vraiment que vous m'envoyiez un mail, que vous m'appeliez en me disant que vous avez participé au webinaire et nous mettre le code en référence pour avoir les 10%. Bien sûr, c'est sur les formations en lien avec le webinaire, donc photogrammétrie, thermographie, MetaShape ou Piscade. Johan, je reviens vers vous, je vous disais. Pour nous, alors, il faut que vous sachiez, ceux qui sont avec nous, là, qui connaissent DroneKeeper, c'est très rare de notre part qu'on fasse des promotions. Vous avez du coup moins 100 € sur votre abonnement annuel DroneKeeper avec le code WebIDK. Ça fait que votre abonnement, au lieu de 320 € hors taxe, passe à 220 € hors taxe. Vous avez le code qui est actif jusqu'à vendredi 23 h précisément. Donc, ce sera vraiment pour ceux qui ont participé au webinaire ou qui ont vu le replay ou qui sont inscrits par mail. Je suis désolée du coup pour ceux qui sont déjà inscrits, malheureusement. Je ne sais pas trop quoi vous dire, mais bon, c'est pas grave, vous êtes inscrits, vous avez accès au logiciel plein de bonheur et c'est absolument génial. Donc, d'un côté, c'est déjà très bien. Et puis, vous avez toujours les 10% de réduction sur la formation au cas où, pour ceux qui ont déjà… Voilà. Donc, voilà. Juste une question, c'est valable jusqu'à la fin de l'année 2023, notre réduction? Oui. Parce qu'on a des formations en inter-entreprise et en intra, donc comme on sait que vous n'allez pas forcément tous nous solliciter en fin de webinaire, volontairement, j'ai mis une date de validité du code jusqu'en fin d'année 2023. Donc, ça vous laisse encore quelques mois de réflexion et d'inscription. Voilà. Écoutez, pour moi, c'est tout bon. On vous invite du coup à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne ratez pas les certifications. C'était quoi? C'était CPF de Stéphanie. Ouais. Ne ratez pas nos nouvelles fonctionnalités, ne ratez pas les prochains webinaires ou les offres promotionnelles. Rejoignez-nous. En plus, c'est super sympa. Il n'y a que des bonnes vibes. Tout le monde est content. Ça va super bien se passer. Merci à tous de votre écoute, d'être restés jusqu'à la fin pour la majorité. Absolument, merci beaucoup. J'espère que ce webinaire vous a plu, qu'on a bien répondu à vos questions. J'espère vous revoir bientôt sur le webinaire. N'hésitez pas à nous faire des retours du coup par mail sur celui-là si vous avez des questions, des envies, des besoins. Si vous avez des pas, on reste là. Sur la photogrammétrie, thermographie, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas, on vous répondra dans les plus brefs délais. Et puis voilà, avec Maëlys et Samuel, on est à votre disposition pour toute question suite à ce webinaire. Absolument. Hop, eh bien écoutez, je vais mettre fin au webinaire du coup pour tout le monde. Je vous souhaite, alors pour le, oui, Thomas, le replay, écoutez, je vais aller manger parce que j'ai faim. Mais juste après, je l'exporte, je le mets en ligne sur notre chaîne YouTube. Je le fais passer à Stéphanie. Je fais aussi passer la liste des mails. Donc, Stéphanie et moi vous enverrons un email DroneKeeper, un email Flying Guy avec le récap de tout. Donc, Stéphanie vous enverra le support, les slides et le lien du replay. Pareil pour moi. Vous aurez tout dans la journée. Oui, cet après-midi, on s'en occupe. Promis. Exactement. Bonne journée à tout le monde, bon appétit et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.